19h30 à Abidjan, 21h30 à Paris. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce vendredi 26 juillet 2024. Ce quartier prestigieux faisait la fierté des habitants de la commune d'Adjamé dans les années 60. Aujourd'hui, les 220 logements se trouvent dans un état de délabrement, une situation qui écœure les riverains. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international, c'est le grand jour. Le monde entier a les yeux rivés sur la France. Les Jeux Olympiques de Paris ont officiellement commencé ce soir avec une grandiose cérémonie d'ouverture sur la scène. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Parlons gastronomie pour commencer. Épice produite dans le nord du pays, le soumara est de plus en plus présent dans les assiettes. Les raisons les plus mises en avant sont relatives aux vertus thérapeutiques que lui confèrent les populations. Manger du soumara par plaisir ou pour se soigner, Fedanayo et Asita Diara nous en disent plus. Au marché forum de la commune d'Adjamé, le soumara est vendu par plusieurs femmes. Ici à Kassanogo, ça donne aussi à la vente de cette épice réputée pour avoir de nombreuses vertus thérapeutiques. Chaque jour, il reçoit ses clients et leur propose une variété de soumara. Il y a le soumara qui vient de Burkina, il y a d'autres qui viennent de Korogo. Il y a d'autres aussi qui viennent de Mali. Quand les clients viennent, chacun paye ce qu'il veut, chacun a son goût en tout cas. Poudre, graines, comme en chou boule là aussi, chacun a son goût. Awa Bamba, une cliente d'Isiaka, aime cette épice qui lui procure un bienfait inégalable. Je suis venue pour acheter le soumara parce que c'est très bon pour la santé, surtout tension, les petits mardis dans le corps. Je mets dans les feuilles, dans la sauce. Soit je fais la poudre, en mangeant, je verse la soupe. Plus loin, dans la commune de Cocody, dans ce maquis, le riz au soumara est le roi du menu. Les clients en raffolent. Et pour cause. D'abord, le soumara a très bon goût. C'est bien fait. Et puis aussi, d'un autre point de vue, au niveau thérapeutique, dire que il est dit partout que le soumara soigne. Ça soigne la tension et tout. Bon, le soumara, en général, je l'aime bien. Parce que même étant à la maison, je ne peux pas ça, je mange. On met ça souvent, je fais son poudre, souvent, on met ça sur le riz pour manger et tout. Donc ça me plaît. Et puis ça doux. Les vertus thérapeutiques du soumara, souvent mises en avant par les consommateurs, sont confirmées par ce nutritionniste à un détail près. C'est un aliment, voilà, et qui est bien pour la santé. Alors, il est riche en potassium, qui est très bien pour le cœur d'ailleurs. Il est faible en sodium, il est bon en phosphore, il est bon en vitamine B, du groupe B, et il est riche en calcium. C'est des adjuvants, c'est-à-dire des éléments qui aident notre organisme à rester en bonne santé. C'est-à-dire, je suis hypertendu. On me dit, mais en mangeant le soumara, ça peut t'aider. Cela ne veut pas dire que le soumara est un médicament et donc je vais soustraire mes médicaments que le médecin m'a prescrit. Mais en consommant le soumara en tant qu'élément, un complément alimentaire, ça peut vous aider à guérir vite. Le soumara incarne à la fois un héritage culturel et un plaisir gustatif. Faisons à présent une incursion dans le monde des jardiniers avec Georgette Ido Fofana. Au carrefour à Kouaba, dans la commune de Port-Boué, lorsque l'horloge indique 8 heures, c'est le début d'une journée bien remplie pour Boukari. Dès son arrivée à son lieu de travail, le jardinier donne des directives à son collaborateur avant d'accomplir ensemble des tâches qui les attendent. Comment ils font les mélanges? Ça, c'est deux choses, c'est ça et autre chose. Merci. Il nous confie quelques secrets qui font le charme de son travail. Pour faire la fleur, on fait par marcottage. Marcottage, il faut descirer le pot de la plante, et puis tu mouilles, scierie de bois, tu mets dans le sachet, tu attaches. Ça, on appelle marcottage. Maintenant, tu peux faire le pupinet fait par le grain. D'autres, on a que par bouture. Le coupe directement, on remplit ça un peu, on les pique dedans. On peut planter une fleur dans un sable, c'est là, des mois, ça ne pousse pas. Il faut vraiment de la bonne terre noire. On a plusieurs espèces de plantes ici. On a canne de Moïse, qui est bon pour la maison. On a Isop, on a Pachera. À quelques encablures de là, Franck, lui aussi jardinier depuis 3 ans,
suit la même méthode de travail. Pour lui, le jardinage est bien plus qu'un simple métier. C'est une passion qui consiste à choyer et à accompagner la croissance des plantes dans des conditions optimales. Quand les plantes sont en grains, qu'ils j'aime, qu'on les met dans les petits sachets pour qu'ils prennent du temps pour pouvoir avoir un minimum de taille. La plante, quand ça développe à cette taille, on doit les mettre dans les gros sachets pour qu'ils développent vite, pour qu'ils laissent les racines rapidement pour pouvoir évoluer. Dès qu'on les change des gros sachets, on doit forcément les mouiller matin, mouiller à midi, mouiller le soir. On les ajoute de l'eau pendant 2 semaines, 1 semaine, pour ne pas que les racines meurent. Les clients ont le choix entre plusieurs variétés de plantes. Je vais acheter aussi, je m'avais fait mon travail avec, il y a beaucoup de qualités. Donc tu te promènes, tu prends ce que tu veux, tu payes ce que tu veux, puis tu as fait ton travail. Grâce à la plante que nous-mêmes on vit longtemps. Et les fleurs, c'est ça qui donne la beauté de la ville. Voilà, il y a plusieurs jardinières, il y a jardin rocaille, c'est-à-dire quand on dit jardin rocaille, il y a jardin sec quoi. Voilà, il y a jardin aussi, quand on dit jardin l'espace vert. Cette activité reste bénéfique pour ces arboriculteurs. On a les différents dizaines de fleurs ici. Il y a les plantes de 500 à 300. Ça dépend des plantes. Il y a des plantes même de 1 million, 2 millions ici. Grâce aux fleurs et autres types de plantes provenant du travail de ces jardiniers, certaines rues et habitations offrent un spectacle visuel riche en couleurs. Et puis à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale pour la conservation des mangroves ce 26 juillet 2024. Une journée pour rappeler l'importance de cet écosystème. De 1970 à 2013, le pays a perdu 95% de ses mangroves. Une situation qui inquiète les experts en la matière qui se sont réunis ce vendredi pour réfléchir sur de nouvelles stratégies. Compte rendu, Georgette Ido Fofana. Protéger la mangrove, selon les scientifiques, permet de conserver de la biodiversité et d'atténuer les effets du changement climatique. C'est cette vision qui réunit les acteurs de l'environnement ce vendredi à la faveur de la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Ces mangroves d'ailleurs sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques qui bordent la mer aux autres cours d'eau. On a toujours mis l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique au centre de nos actions. C'est ce qui fait qu'au niveau excellence opérationnelle, nous avons été le premier aéroport africain et parmi les 30 premiers au monde à être neutre en carbone. Au lieu d'acheter des crédits carbone à l'extérieur, des forêts au Brésil et tout ça, on préfère réaliser des projets éco-responsables, notamment le projet qu'on va réaliser au niveau de la baie d'Aboabo, qui a une mangrove qui fait partie des 5% de mangroves qui restent en Côte d'Ivoire après 50 ans d'indépendance. Selon le directeur général de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Aéria, la Côte d'Ivoire a perdu en moins de 50 ans 95% de cette végétation. Cette mangrove qui, de façon cumulée, pouvait atteindre 500 km dans les années 70, a régressé en 2013 à une trentaine de kilomètres. Les gens ne savent pas que c'est important. Et d'autant plus que tout ce qui est bois, qui sont des bois très solides, que les gens utilisent dans la construction et tout ça, on ne sait pas. On peut les utiliser, mais il faut replanter. C'est tout bête, hein? Il faut replanter, faire en sorte que là où ça existait, il faut, si on les détruit, on les replante. Cette rencontre, initiée par l'Aéria en collaboration avec l'Université Jean-Laurent-Guédé de Daloa, vise, entre autres, à sensibiliser la population à la préservation de cette ressource importante pour la vie sur Terre. Tout un chacun peut déjà ne pas jeter ses déchets dans la nature pour asphyxier la nature. Et une fois que ceci est fait, alors il y a un message aussi de propreté. Chacun doit veiller à ce que la nature qui nous donne tout puisse respirer, puisse être propre. Au-delà de la protection des ressources halieutiques et humaines côtières du monde, cet écosystème contribue à la sécurité alimentaire et à l'émission de l'oxygène et bien d'autres encore nécessaires à la vie terrestre.
Retrouvons Georgette Tido Fofana qui a rencontré des pêcheurs du quartier Zimbabwe de Port-Boué qui vivent des moments difficiles. En effet, depuis le 1er juillet dernier, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a procédé à la fermeture temporaire de la pêche pour un mois. Cette mesure, la deuxième du genre, vise à freiner la baisse du nombre de poissons. Quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Depuis l'interdiction de la pêche pour une période d'1 mois, c'est un calme plat qui règne dans ce lieu. En attendant, les pêcheurs, eux, s'activent pour les derniers réglages avant l'ouverture, prévue pour le 1er août 2024. Si certains pêcheurs préparent la reprise, d'autres profitent encore du repos. Actuellement, si on ferme l'eau là, après ça, il gagne pas de travail, après ça, je vais dans pour le poser en paix comme ça. Selon les pêcheurs, la fermeture temporaire de la mer, lagunes et autres lieux de pêche impacte négativement leurs activités. On va travailler à ce pont. Si on a parti la mer là, si on a venu là, non, c'est 100 000, 200 000, 150 000. On a fermé dans la mer là. À cause de ça, c'est dur. Nous les pêcheurs, quand on ferme la pêche comme ça nous pose beaucoup de problèmes. Pourquoi on dit ça nous pose problème? Nous, au Ghana, quand on ferme la mer comme ça, l'État essaie de nous donner un peu de choses pour que les pêcheurs puissent gagner à manger. Mais ça fait 10e fois qu'ils ont fermé la mer ici. Rien ne sort comme les pêcheurs pour qu'ils vont gagner quelque chose à manger. En tout cas, quand c'est comme ça nous pose beaucoup de problèmes. Du côté des commerçantes ou des marailleuses, tous les lieux de conservation du poisson sont vides, obligeant les réfrigérateurs à être également à l'arrêt. Quand on ferme l'eau, on est à la maison, on ne travaille pas, on n'a rien à faire. Quand il y a poisson, ici est rempli, il y a du monde. Quand il n'y a pas poisson, ici est calme. Tous nos congélateurs sont vides. Nous vivons de la pêche. Donc, dans le petit moment où on ferme la mer, c'est très très difficile pour nous parce que nous n'arrivons pas à nous prendre en charge. C'est grâce à cette activité que nous nous prenons en charge. Mon souhait est qu'on ne ferme plus jamais la mer parce que quand on ferme vraiment, malgré que c'est 1 mois, mais ça pèse beaucoup. Cette décision prise par le ministère des Ressources animales et halieutiques depuis l'année dernière vise à préserver les stocks des espèces de poissons et de garantir leur reconstitution en évitant la surpêche. En attendant l'ouverture officielle, les acteurs se contentent de fumer les poissons congelés. Direction la région de Lagné-Bitiassa où la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles et des partenaires ont organisé un atelier qui vise à lancer les activités du projet d'appui à l'électrification des zones rurales. C'était le jeudi dernier à Agboville en présence de notre reporter Georgette Tido Fofana. Améliorer les conditions de vie des planteurs vivant dans les zones rurales dans la région de Lagné-Bitiassa, c'est l'objectif visé par la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles SYMPA en partenariat avec l'Agence française de développement et expertise France qui a organisé un atelier marquant le lancement des activités du projet d'appui à l'électrification des populations rurales. Le gouvernement a mis en place un projet en sorte que tous les campements, tous les hameaux puissent avoir de l'électricité. Donc nous avons souscrit à ce projet qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir rendre nos producteurs heureux. De fin fond de la brousse, ils pourront dormir avec des ventilateurs eux aussi parce qu'ils en ont besoin. Nous sommes très heureux d'accompagner la coopérative SYMPA dans la mise en œuvre de ces activités dans le cadre du projet MAX. Alors le projet MAX, c'est le projet d'appui à la maximisation des impacts socio-économiques de l'électrification rurale. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'accompagner des acteurs comme la coopérative à pouvoir mettre en place un certain nombre de mécanismes techniques et financiers pour permettre à nos populations en zone rurale de pouvoir bénéficier facilement d'équipements électriques pour des besoins domestiques et surtout pour des besoins productifs. Autorités préfectorales et paysans saluent l'initiative. Nous souscrivons pleinement à cette initiative, cet atelier qui nous a permis de comprendre l'engagement de la coopérative SYMPA dans l'amélioration des conditions de vie de ses membres. C'est un projet qui est bienvenu. Avec le projet, nous pouvons rentrer en possession des mobiliers ménagers que vous venez de nous présenter.
Cet atelier a enregistré la présence de nombreuses sociétés partenaires. Ils ont édifié l'assistance sur les opportunités d'offres d'appareils électroménagers et électroniques favorables au bien-être des populations rurales. C'est la Marawi qui nous accueille à présent. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel renforce sa lutte contre l'orpaillage illégal, un phénomène qui a des conséquences désastreuses sur l'environnement. L'institution a donc sensibilisé la population de Boisflé sur les impacts dramatiques de cette pratique sur notre société. Soro Corona. L'exploitation minière d'or sans aucune autorisation connaît une résurgence dans la région de la Marawi. En dépit des nombreuses conséquences économiques, sociales et environnementales, l'orpaillage illégal continue de détruire la forêt et les sols. Face à l'urgence, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est sur le terrain. À Boisflé, Lassina Karamoko a initié une rencontre publique. Il était de mon devoir de me rapprocher des populations à la demande du président du CESEC afin, n'est-ce pas, de savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, sur ces sujets, afin, n'est-ce pas, de remonter toutes ces informations, afin que, n'est-ce pas, le code minier peut-être peut être revu. 3 communications ont permis de faire l'état des lieux, de présenter les impacts, de réviser les moyens de lutte et proposer des solutions pour débarrasser la région de ces exploitants illégaux d'or. Les cadres et chefs traditionnels sont tous engagés à prendre leur part de responsabilité dans la sensibilisation. Le paillage tel qu'il se pratique maintenant, c'est un problème. Donc ça nous invite tous à dire l'argent d'accord, mais la sécurité, mais l'homme d'abord. La vie d'abord. Nos enfants, aujourd'hui, abandonnent l'école et nous-mêmes, à cause de ce paillage, on n'a plus de terres cultivables. Nous allons continuer les sensibilisations au niveau des villages, en sorte que ça puisse prendre. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie demande l'intensification de ces initiatives sur le terrain. C'est l'un des pans des activités du ministère qu'on vient de développer ici. Ça a permis, je pense, s'il y a des oreilles attentives, qu'on répande le message de sensibilisation. Le représentant du président de l'institution consultative inscrit cette activité dans la suite logique des missions du CESEC. Aujourd'hui, de nous auto-saisir sur les questions vraiment pointues qui concernent l'économie, qui concernent l'environnement et qui concernent aussi le culturel. Et la question environnementale, aujourd'hui, est au centre de beaucoup de débats. L'avenir de notre planète nous interpelle tous. Après cette conférence publique, des missions éclatées sillonneront les villages et hameaux de la région pour sensibiliser les populations sur les risques de l'orpaillage illégal. Un mot de culture dans cette édition. Le 12 octobre prochain se tiendra la 2e édition de Vitrine Mode, un concours qui vise à mettre en compétition de jeunes talents dans le domaine du mannequinat et de la couture. L'information a été donnée par Flora Oka, commissaire générale de l'événement dans la commune de Cocody. Nous Sangaré. C'est une lucarne pour donner de la visibilité aux couturiers et mannequins. Les organisateurs de Vitrine Mode remettent le couvert pour la 2e édition. Une édition qui va se tenir le 12 octobre prochain à Angré-Cocody. Pour faciliter l'inscription à ce concours, les mannequins ont la possibilité de s'inscrire en ligne en envoyant des photos et vidéos de leur profil. Et pour les couturiers, des vidéos de leur conception. Vitrine Mode est fait pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Mais il y a des critères. Par exemple, les mannequins féminins, la taille minimum exigée, c'est 1m72. Avoir une peau naturelle. Les hommes, minimum 1m80. Avoir une peau naturelle. Les couturiers, c'est compris de 21 à 51 ans. Ce que Vitrine Mode veut faire, c'est d'aider ces personnes à se prendre en charge, à créer des emplois et à se développer. C'est notre objectif. Concernant les mannequins, l'âge est compris entre 18 et 30 ans. Cette édition est placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Comme annoncé en titre, dans les années 60, les 220 logements faisaient la fierté des habitants de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, ce quartier, autrefois prestigieux, se trouve dans un état de délabrement avancé. La beauté qui régnait dans cet endroit a laissé place au désordre, à l'insalubrité et à l'insécurité. Une situation qui écœure les riverains. Le constat de nos reporters Asita Diarra et Kader Batil dans nos prochaines éditions.
Ouvrons la page internationale de ce journal au Niger, où plusieurs jours de célébration sont prévus à partir de ce vendredi pour marquer la prise du pouvoir par le CNSP. C'était il y a un an. Des militaires ont renversé Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Depuis, l'ancien président est toujours détenu à la résidence présidentielle avec son épouse. Son immunité a été levée le mois dernier. Parmi les arguments mis en avant par la junte au moment du coup d'État, la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Toujours sur le continent, en Afrique du Sud, la police a annoncé ce vendredi l'arrestation de 95 Libyens après un raid dans une ferme qui semble avoir été utilisée comme un camp militaire. Le site était présenté comme un camp d'entraînement pour une société de sécurité, mais à première vue, il s'agit d'une base militaire. Hors du continent, c'est le grand jour. Les Jeux Olympiques de Paris ont démarré officiellement ce soir avec une grandiose cérémonie d'ouverture. Lors d'un événement hors norme, le défilé sur l'eau des délégations des pays participants ont été entrecoupés de tableaux dansés et chantés, notamment par les chanteuses Lady Gaga et Aya Nakamura. Pour la première fois, la fête marquant le début de la compétition ne s'est pas tenue dans un stade. Elle a lieu sur la scène. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.